Madame, Monsieur, bienvenue sur African. Pour ce numéro d'Africani, tout le staff s'est déplacé à Libreville, capitale du Gabon, et nous nous trouvons ici précisément au Musée national du Gabon qui nous a ouvert ses portes. Bienvenue, voici les principaux titres de cette édition. Au sommaire d'Africami, nouveau regard sur l'action menée par le leader nationaliste de l'UNITA, disparu en 2002, le docteur Jonas Savimbi, par son compagnon d'armes, le professeur député Jacques Ajamba, ancien ambassadeur de l'Angola à l'UNESCO. Rencontre à Libreville avec la téméraire Tita Nzebi qui nous livre son parcours de combattant. Ainsi se forge un caractère d'acier. Tita est têtue et l'album Métiani qu'elle présente reflète un caractère bien trempé. Pour clore ce voyage culturel au Gabon, Africami s'entretient avec le réseau des acteurs non étatiques du Gabon, dit RANEG. Avant de retrouver Denise à Libreville, Africami a assisté à la conférence de presse du député angolais Jacques Ajamba, ancien ambassadeur à l'UNESCO pour l'Angola. Il nous livre un nouveau regard sur le parcours révolutionnaire de Jonas Savimbi. Nous sommes très ravis d'être avec vous aujourd'hui et devant des milliers de téléspectateurs qui nous regardent du bout du monde. J'aimerais bien un petit raccourci de votre parcours politique. Je suis de la génération qui s'est battue pour les indépendances en Afrique et dans le cas concret en Angola. J'ai quitté mon pays quand j'étais très jeune, à 17 ans, vers le Portugal. Du Portugal, je suis allé en Suisse. Après, je me suis rallié à l'UNITA, un mouvement de libération en Angola. 1975, quand on a formé le premier gouvernement de transition en Angola, j'ai été nommé par mon parti comme secrétaire d'État à l'information. Mais à partir de là, on a eu des problèmes dans notre pays. Et après, on était dans les maquis. On a œuvré pour la réconciliation nationale à travers des négociations et des accords. Et après, je suis rentré au Parlement angolais. J'étais député et vice-président. Ensuite, j'ai été nommé ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO et maintenant je suis rentré au pays et je continue comme député à l'Assemblée nationale. Alors, si je comprends bien, vous avez fait les deux partis politiques, l'UNITA et puis le parti au pouvoir. Non, j'étais toujours du côté UNITA. Même quand j'étais nommé comme ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO, c'était dans le cadre des accords. Cela veut dire qu'on a fait un gouvernement d'union et réconciliation nationale et on avait mis à disposition de l'UNITA quelques postes au niveau du gouvernement et au niveau des ambassades. Et une des ambassades qui était disponible, c'était l'ambassade auprès de l'UNESCO. Alors c'est pour cela que j'étais toujours au niveau du parti UNITA. Il y a beaucoup qui jugent Savimbi de grand rebelle et tout. Vous qui l'avez côtoyé très longtemps, que vous pouvez parler un peu de Savimbi? Bien, Monsieur Jonas Savimbi, c'est vraiment une personnalité que j'ai bien connue. Il était un combattant pour la liberté. Ce n'est pas sans raison que quand on a signé les accords d'Avor, en 1975, les accords pour l'indépendance de l'Angola, il y avait 3 signataires. Il y avait le président Holden Roberto du côté du FNLA, il y avait le président Agostinho Neto qui était le président du MPLA, il y avait aussi M. Jonas Savimbi qui était le président de l'UNITA. Ça, dans une première phase de la lutte de libération, mais quand on a eu une situation très complexe, où il y avait les composantes du parti d'un côté, la guerre froide, et avec toutes ses influences, de l'autre côté aussi la survie de l'apartheid
au niveau de l'Afrique du Sud. Enfin, les pays étaient entrés dans une situation vraiment difficile. À ce moment, même l'UNITA qui avait signé les accords d'abord, ou était reconnu comme un représentant légitime du peuple angolais, a dû aller dans les maquis pour survivre. Et c'est dans ce cadre où aussi on a œuvré pour l'ouverture en Angola. Au lieu d'un système de partis uniques, il fallait quand même un cadre multipartite qui puisse permettre que d'autres forces politiques hors du MPLA puissent aussi avoir leur mot à dire par rapport à la gestion du pays. Et c'est dans ce contexte où on a œuvré aussi pour la démocratisation du pays. Les accords qu'on a eus, qui ont consacré la transition du système de partis uniques à une ouverture, ça a été dû au peuple angolais, mais où l'UNITA a eu en fait une grande influence. Alors c'est dans ce contexte où on peut juger M. Savimbi. Lui, c'était vraiment un homme avec une vision pour son pays. Et c'est pour cela que même quelques positions qu'il prenait à ce moment-là, on considérait qu'il était dans une certaine mesure un révolutionnaire radical. Aujourd'hui, beaucoup de gens lui donnent raison que les causes pour lesquelles il s'est battu sont vraiment des causes angolaises, des causes africaines, des causes pour la liberté et pour la démocratie. J'avais appris que la plupart des militants de l'UNITA avaient vécu dans le maquis. C'est vrai, c'est pas vrai? Absolument vrai. Et les financements venaient d'où? Bien, il arrive que quand on se bat pour une cause, on ne peut pas d'abord penser qui va financer. On avance, par ailleurs c'était la survie. Nous étions dans un gouvernement de coalition légitimement considéré, tenu au niveau national et international, mais après, avec l'invasion et l'immixtion d'autres forces, nous avons été forcés à être à l'écart du processus, mais il a fallu se battre dans le pays. Alors, si vous vous battez dans un pays, tout d'abord il faut contrer avec vos propres forces et le soutien que vous avez des populations. Mais après, il y a une évolution, il y avait quelques pays amis en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe qui ont nous aidés. Mais après, il y a eu le grand pas qu'on a donné en Amérique par Ronald Reagan dans son combat contre le communisme. Ça, c'était dans le cadre de la guerre froide. Il est arrivé aussi à la conclusion qu'il fallait aider les combattants pour la liberté en Angola. Les gens qui se battaient contre la présence des forces communistes, des Cubains et des Russes. Et c'est dans ce contexte que nous avons pu avoir l'aide d'autres pays, mais en comptant en premier lieu avec notre propre force. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'échec de l'UNITA sur le plan de gouvernance de l'intégrité de l'Angola, sur le plan territorial? Parce que l'UNITA n'a pas gouverné tout le territoire. Pendant la guerre, nous étions implantés sur tout le territoire, mais nous avions notre capitale à l'est du pays. Mais cela n'empêche que nous ayons une certaine audience, une audience au niveau national et international. Et je dirais que ce n'est pas l'échec, parce que ce qui était le propos de l'UNITA, c'est œuvrer afin qu'on puisse trouver un accord au niveau de la gouvernance du pays. On ne peut pas avoir des gouvernements pour un même pays en même temps. Alors, ce sont des négociations
qu'on a pu déclencher, qui ont permis les pas que nous avons donnés. Dans quelques domaines, nous avons réussi un peu plus, mais dans d'autres domaines, il faut encore avancer. Par exemple, dans le cadre de la démocratisation, on a eu des élections. La démocratie formelle, en fait. Mais ce qu'il fallait aussi, c'est au niveau de la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale, c'est vraiment un déficit. Parce que dans une Angola multipartite, plurielle, il faut que toutes les forces politiques puissent librement réunir les populations afin qu'ils puissent passer leur message. Ce sont des difficultés qu'on est en train d'avoir. Mais nous pensons que l'exigence démocratique, ça va vraiment se réaliser. Peut-être pas dans les rythmes que l'on veut, et surtout avec ces événements qu'on est en train de vivre en Afrique du Nord. Aujourd'hui, les peuples sont plus exigeants vis-à-vis des droits de l'homme et vis-à-vis de la démocratie. Une dernière question. Est-ce que l'UNITA peut se reprocher des choses de faux parcours ou bien de fausses manœuvres, de mauvaises manœuvres dans son historique? Ça, c'est un peu difficile parce que, en principe, si vous êtes dans un trou et quelqu'un veut que vous vous effondrez dans ce trou, il faut sortir d'un trou. Vous pouvez passer seulement le message de votre cause si vous ne tombez pas dans les trous. Et parfois, il ne faut pas regarder la face de qui vous donne la main. Il faut que vous donnez votre main, vous sortez du trou et vous passez votre message. Titan Nzebi, née Huguette Leka Ambigou au sud du Gabon. Elle y fait toute son école primaire chez les catholiques. Dans son village, elle découvre la musique traditionnelle de son peuple, les Nzebi. Titan Nzebi. Maman Denise, comment ça va? Ben, ça va, Oui. Ça va, Dédé? Ça va. Ben, bienvenue chez toi, Titan. Merci beaucoup. Hein? On est bien accueillis. En 2011, elle sort son deuxième album, Metiani, et celui de la sérénité. 14 titres enregistrés entre Paris et Libreville, dont 4 venant de Miss Miti. Elle prend conscience qu'elle est une vraie artiste et se consacre entièrement à ses métiers. C'est au Gabon qu'Africami l'a rencontré lors de sa présentation de ses nouvel album Metiani. Wena bana mawo we mutemelele misanga myatata na mame wambuli we mwana mame meni kwa muwe oh mechima chima mechima chima oh mulambile ye mechima chima oh mwanda na michimbe ye mechima chima oh moye mechima chima oh musarengale ye mechima chima oh ngundu na bibako mo mechima chima oh le pepe mbulisho mo mechima chima oh mwandu bona poko mo mechima chima oh kwindi ngyanga mechima chima oh yeah mechima chima oh mechima chima Ngomo yawe. Titan Nzebi. Oui, Bonjour. Bonjour Denise. Bienvenue sur Africami. Merci beaucoup. Et C'est un honneur. bienvenue au Gabon. Merci beaucoup. Chez vous. Merci de m'accueillir chez nous.
Un pays, une terre natale que vous avez quitté il y a de cela 12 ans. Il y a de cela 12 ans. 12 longues et pénibles années. Exactement, 12 longues et pénibles années, effectivement. Je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Vous avez quitté ce pays, votre bac en poche. Oui, Et vous êtes allé vers l'inconnu, vers bien l'inconnu. entendu, Oui, exactement. en France. Pourquoi la France? J'ai décidé de quitter ce pays pour poursuivre mes études universitaires en France. Et donc, j'ai fait des études de relations internationales. Et je pensais avoir laissé à l'aéroport international et en bas la passion pour la musique. Mais cette passion m'a rattrapée. Donc, après mes études, je suis restée en France pour travailler sur un projet musical qui me tenait à cœur. Et je rentre au pays avec ce projet fini, bouclé. Et j'attends de voir ce qu'en dira le public gabonais. Parce que ce public-là en exclusivité mondiale. Shmilu limiabata weni we umute mametalanga ngomi yawe oh ngomi meya bongo me mani dirulu we vata fwe shabo wekani we umude mametalongo ngomi yawe ngomi yawe ngomi iwe kuneme ibetuneme uyabanyame ba weni umetalongo ba ngomi yawe Avant d'étudier à fond ce projet, je vais me retourner vers une personne qui se trouve quelque part dans un petit coin. Il s'appelle Sam. Oui. Et Sam, c'est comme la genèse de la musique de Titan Zebi. De la musique, de la musicalité de Titan Zebi. Musicalité de Titan Zebi. Sam, dites-nous tout. C'est long et passionnant. Titan Zebi, je croyais avoir échoué, mais malheureusement, je me rends compte que j'ai plutôt réussi parce que ça m'a posé beaucoup de problèmes, et sur le plan familial et sur le plan musical. Tita, pour ceux qui la connaissent, lorsqu'elle est calée sur les principes, lorsqu'elle décide... Disons-le, elle est têtue. Bon, c'est vous qui le dites. Je voulais le dire avec des mots un peu plus élégants. Elle est têtue. Voilà, elle est très obstinée. Je voulais le dire comme ça, elle est très obstinée. Alors, vous savez, pendant ses études secondaires à Kouaben, elle avait déjà goûté à distance, oui, avec M. Mbeng, cette passion de la musique, ce goût qui lui est resté dans la bouche. En fait, c'est un pur hasard si elle est arrivée là. Voilà, et puis elle est venue, elle m'a accroché, elle dit en tout cas, si tu ne m'apprends pas à chanter, tiens, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler assez compliqué. C'est que pendant que tu étais en deuxième année d'université, elle a quitté l'université toute une année pour que je l'apprenne à chanter. Et ça m'a valu les foudres de toute la famille. Vous imaginez? Bien évidemment. Alors, on me dira, écoute, tu as préféré désorienter l'enfant vers l'école qui est l'avenir pour tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Si elle a décidé de chanter, moi je ne peux pas faire autrement. Parce que ça va lui faire, disons, de tard. Elle ne peut pas avoir tourné le dos à l'université et que je lui tourne le dos, moi. Voici ce que ça va lui faire pour le moral. Alors donc, je me suis concentré. Et encore là, qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme privation? Les deux. Mon Dieu. Puisque nous dormions dans le même lit. Ouais. Ah oui? Oui. C'est vrai.
nous À dormions cause de Dame Musique. à cause de Dame Musique. Et nous dormions à 3, j'avais ma petite amie, j'avais elle et moi. Pendant un an, je vous le rappelle. Alors c'était compliqué. Et à un moment, elle était devenue un peu comme ma muse. Donc elle apprenait quoi en fait? Ben, Sam, Le chant? le chant, Le chant. et Sam m'appelait son ordinateur, pardon. Oui, oui. Parce qu'on Parce est qu'elle avait cette capacité de rétention qui était hors du commun. D'accord. Oui. Et il m'arrivait quelquefois quand je sors du sommeil de marmonner quelque chose. Je dis, bon écoute, Voilà, exactement. prends un crayon Des avec, notes. et puis elle note. Et quand je lui demandais le lendemain matin, c'était parti de ma tête, mais elle, ça Elle restait. se souvenait Voilà. toujours. Ok. Voilà. D'accord. Donc voilà les premiers pas de ce qu'elle est aujourd'hui. Et Tita Nzebi, une fois installée à Paris, elle a quand même pris à cœur les études. Donc du coup, maman qui nous regarde, j'espère, est satisfaite. Oui, Parce qu'elle est allée jusqu'au bout Voilà. de ses études. oui, effectivement. Avant maintenant d'embrasser La carrière. sa passion. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, moi, quand je partais du Gabon, toutes les chansons, parce que Sam et moi avons fait un album au Gabon avec le groupe Ngumi. Et dans ce groupe Ngumi, c'est Sam qui composait toutes les mélodies. Il m'est arrivé d'en composer quelques-unes, mais moi j'étais tellement admirative du talent de Sam en tant que compositeur, je me demandais d'où lui venaient ces belles mélodies qu'il me sortait comme ça. Et moi, étant à Paris, je me disais que je ne pourrais jamais composer une chanson aussi belle que celle de Sam. Et finalement, je ne sais pas comment, c'est peut-être la nostalgie, mais j'ai commencé à composer les chansons. J'avais une certaine fierté, je me disais, tiens, j'irai montrer, je vais faire entendre à Sam mes chansons. Mais juste pour faire plaisir au maître, pour dire, voilà ce que ton élève est capable de faire comme toi. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Et donc j'ai commencé à composer les chansons en même temps que j'allais à l'école. Il n'était pas encore question de faire un album, mais finalement les rencontres ont fait que les choses sont faites de fil en aiguille. Et j'en suis arrivée à cet album-là. Et j'ai eu la chance de revenir au Gabon, enregistrer des chœurs ici. Et j'ai pu faire travailler Sam sur cet album et j'en suis très fière. On revient donc à cet album. Et j'aimerais rappeler que Sam est quand même l'initiateur du rythme de la danse Lungwala. Lungwala. Le précurseur. Le précurseur. On va dire qu'on l'a vulgarisé sur le plan national. Voilà. Parce que la danse Lungwala, c'est une danse. Se danser déjà sur le plan traditionnel. Dans n'importe quel village Nzebi, vous allez trouver cette danse, mais faite de façon traditionnelle. Et avec Sam et tous les membres de Ngumi, on en a fait notre fer de lance. Notre fer de lance, voilà. Et donc on a lancé le premier album sur le plan national au Gabon qui a fait connaître Lungwala à tous les Gabonais. Et c'est aujourd'hui qui s'en sont intéressés. Et c'est devenu une danse partagée par tous les Gabonais et c'est très bien. Ça enrichit parce que chacun arrive avec sa particularité et donne sa personnalité à cette danse-là. Donc la danse devient quelque chose... les bases sont restées, mais ça s'enrichit des apports des autres. Ubejana kujua kwa tombo. Anena kiogoze tombo anena makutu voninge Ubejana makutu voninge. Anena makutu voninge Tita Nzebi, votre musique, on la qualifie à tort ou à travers en France de tradi moderne. Bon, où est-ce qu'on se trompe? On se trompe bien quelque part. Non, je ne pense pas qu'on se trompe quelque part. Finalement, c'est parce que moi, je travaille avec les bases traditionnelles sur lesquelles je travaille avec Sam, que je connaissais déjà depuis mon enfance dans mon village, parce qu'autour de moi, j'entendais ça. Donc, ce que je chante moi, si n'importe quel Nzebi l'écoute, il va se retrouver dans ce que je fais. Mais en même temps, si vous prenez ma musique, que vous allez faire jouer en Europe, en Amérique, en Asie, il y a des gens qui vont s'y intéresser. Ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver parce dans la rythmique. Voilà, parce qu'il y a des apports de toutes ces personnes avec qui je travaille, qui ne sont pas du tout de culture Nzebi, mais qui apportent leur musicalité, leur modernité. C'est d'où ce mélange, ce tradi moderne. Vous nous en direz long quand on parlera de vos rencontres. Oui. Parce que les rencontres, vous en avez eu, hein, sur le plan professionnel, j'entends. Exactement. Mais au bout de 12 années d'exil, entre guillemets, exil doré et amoureux, je peux vous l'assurer, comment vous avez fait pour retenir, pour toujours garder en vous cette tradition Nzebi? Et pourquoi cette envie de faire connaître
la tradition Nzebi à travers le monde? Je pense que c'est parti d'une envie de me débarrasser des complexes déjà. Ce complexe d'infériorité que nous avons, nous autres peuples colonisés. Et être fier d'être Nzebi, exactement. Et d'être fier d'être Nzebi, mais aussi, il ne faudrait pas que ce soit juste une affaire de Nzebi, mais que chacun soit fier de ce qu'il est. Qu'on soit Nzebi, qu'on soit breton, qu'on soit chinois ou qui on veut, que chacun soit fier de qui on est. Donc, moi, j'ai voulu me débarrasser de ces complexes d'infériorité parce que chez nous, on pense toujours que tout ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et ma rencontre avec M. Yves-Henri Bengdong, je ne sais pas pourquoi, ses cours de musique m'ont fait prendre conscience de cela. Que être noir, c'est beau. Que ce qu'on fait dans nos villages, c'est important. Que ce que nos mères faisaient, c'est une richesse pour toute l'humanité. Et que ce que ça m'a appris, ce sont des choses intéressantes, importantes et qu'il faut que je les fasse connaître aux autres. Dire aux autres, me voici tel que je suis, voilà ce que je vous apporte, mais je suis ouverte à prendre aussi ce que vous m'apportez sans me sentir inférieure à vous et sans avoir envie de vous dominer. Juste envie d'échanger avec tout le monde. J'ai suivi vos premiers pas. Vous êtes pour moi comme une enfant qui naît, qui grandit, qui tombe, qu'on relève. On a justement fredonné ce bol de riz que tout immigré connaît, comprend. Tout immigré se reconnaît dans ce bol de riz que nous partageons quand nous débarquons là-bas chez les autres. Et ce bol de riz s'est transformé en sachet de riz. Puis du sachet de riz, on est passé au sac de riz. Et du sac de riz, nous sommes dans une plantation de riz. Aujourd'hui, il y a une rizière. Donnez-nous cette recette. Il faut être tenace. La volonté. La volonté, rien de grand ne se fait sans passion. Et je pense que j'ai encore du chemin à parcourir. Mais je me revois en Goumi avec Sam en train de composer mes premières chansons. Je me revois en Bigou et quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru,
j'en ai mangé des bols de riz. D'où les comparaisons. D'où les comparaisons. D'ailleurs, cette histoire de bol de riz, c'est mon équipe de musiciens que vous connaissez à Paris. C'est parti d'une boutade. J'étais en train de chanter dans un restaurant, dans un tout petit restaurant à Paris, comme je l'ai souvent fait, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et dans cette salle de restaurant, il y avait à peine 4 personnes venues nous voir. En fait, ils n'étaient même pas venus nous voir. Ils étaient là par hasard. Qui se trouvaient là. Et on a fait ce concert devant eux. Et pendant qu'on faisait notre balance, il y a un monsieur qui a trouvé ma voix intéressante et qui m'a dit, tiens, j'aimerais t'écouter chanter, mais je suis désolée, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte, mais je reviens. Et comme il n'y avait pas grand monde dans notre salle de restaurant, nous étions déjà en train de plier le matériel. Quand arrive ce monsieur qui avait promis venir me voir, et j'ai dit à mon ingénieur du son, écoute Serge, tu rallumes les micros, il faut que je lui chante au moins une chanson. Et cette façon d'être a toujours étonné mes musiciens. Ils ont allumé le matériel. J'ai chanté 2 ou 3 chansons pour ce monsieur parce que je trouvais normal qu'on lui fasse ça. Il était venu nous voir, il ne pouvait pas partir comme ça. Surtout qu'il était parti et qu'il est revenu. Il est revenu pour ça, exactement. Et après, quand on a fini de faire cette prestation, le monsieur était très content. Il m'a même acheté un CD, ça c'était mon premier CD, le Bismiti. Et pendant tout ce temps, tout le temps que a duré cette prestation, mes musiciens étouffaient de rire. Et quand j'ai fini de chanter, quand le monsieur est parti, ils ont éclaté de rire. Et Serge, mon ingénieur du son que vous connaissez, a dit à Elias, le guitariste, si on ne fait pas attention, cette fille nous fera travailler pour un bol de riz. Et Elias a dit, mais on travaille déjà pour un bol de riz. Ça fait des années qu'on fait ça, que cette fille nous fait bosser comme des fois et qu'elle ne nous paye pas. Et que j'ai fait plein de concerts comme ça où on n'était pas payé, où il n'y avait pas de public, où il n'y avait rien. Mais voilà, je pense que c'était le chemin à parcourir pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et je sais que le chemin est encore long. Je pense avoir assez de ténacité et je suis très bien entourée. Donc ce chemin, je vais encore le faire. Le réseau des acteurs non étatiques du Gabon a vu le jour le 8 juillet 2010, créé par les représentants des associations à caractère social et professionnel. Afin d'être un creuset d'influence positive auprès des décideurs pour opérer des changements qualitatifs, quantitatifs nécessaires à la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, le RANEG s'est assigné un certain nombre d'objectifs. Soutenir et encadrer les associations apolitiques gabonaises, s'impliquer dans la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers la création et la mise en place des micro-projets, soutenir les actions visant la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine culturel gabonais. Nous nous trouvons ici au Musée national de Libreville où se trouve réuni le réseau RANEG. Sa présidente, Madame Chantal Parisot. Bonjour Chantal. Bonjour Denise. Vous êtes juriste de formation. Vous défendez quoi dans le RANEG? On défend le promoteur gabonais. On défend les regroupements gabonais. Pourquoi les défendre? Tout simplement parce que il y a des clichés. Les gens ont tendance à dire non, le Gabonais c'est ci, le Gabonais c'est ça, le Gabonais c'est pas fait ci, c'est pas fait ça. Mais déjà en tant que membre d'une association, l'association des professionnels gabonais des services et du commerce, puisque je suis moi-même promoteur, donc manager général du cabinet PC Conseil, nous avions remarqué qu'il est difficile pour nous d'avoir part au marché. Il est difficile de faire prester les entrepreneurs gabonais. Il est difficile d'emmener le petit artisan de Fougamou à vendre ses produits véritablement et de pouvoir jouir du bénéfice de son travail convenablement. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une coordination qui manque à un certain niveau. Il y a des acteurs qui, à quelque part, sont absents. Donc c'est en fait pour remédier à cela, pour créer une véritable synergie du producteur aux commerçants jusqu'à nos autorités et même, je dirais, jusqu'aux bailleurs de fonds qui ne cessent de dire que le Gabon est un pays à revenus intermédiaire. Donc, partant, nous n'avons pas besoin de financement extérieur, nous n'avons pas besoin des bailleurs de fonds. Alors que c'est faux. Nous savons tous que, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine opulence, mais il y a quand même ce Gabon profond-là qui sait travailler, qui travaille. Vous avez là les bambous de Fougamou qui sont produits à travers ces gobelets-là, qui produisent mais qui malheureusement sont invisibles. Nous avons nos décorateurs qui font de très belles choses, mais qui parfois, quand on a de grandes manifestations, ils n'arrivent pas à décorer nos édifices. Pourquoi?
point d'interrogation. Donc nous voulons dire à nos autorités, il y a des Gabonais qui ont de la valeur, confiez-leur des tâches et vous verrez, nous sommes là pour le suivi, pour la qualité et vous serez satisfaits. Donc vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné, je pense, d'un cordonnier et d'un chef d'entreprise dans le bâtiment. Hein, on considérera ici le niveau, le stade de l'entrepreneuriat des Gabonais, même dans le bâtiment. On va considérer ici qu'il est encore à un stade artisanal. Bien sûr, parce que l'artisanat, comme il se définit, c'est un métier, enfin, c'est un travail manuel qui peut intervenir s'il faut intervenir, sinon pratiquement pas l'industrie. Donc c'est un peu ça l'artisanat. Donc ce travail manuel-là, c'est ce que fait notre chef d'entreprise. Et aussi il y a un certain barème. On suppose que quand vous êtes encore à moins de 5 personnels permanents, vous êtes un artisan. Donc bien que David soit chef d'entreprise, bien qu'il ait des grands marchés, qui l'emmène parfois à recruter du personnel, des prestataires de circonstance, je dirais, il est encore au stade artisanal parce que ses charges fixes, son personnel fixe, ne dépasse pas 4 employés. Monsieur, vous êtes donc cordonnier, donc vous nous dites un peu, enfin nous portons vos chaussures, mais vous allez nous dire un peu comment vous faites pour vivre, comment vous fabriquez et où est-ce que vous trouvez de la matière. Sur le boulot, on va au village, revoir les grands-parents, les vieilles personnes qui peuvent nous procurer le raffia. Et on vient avec à Libreville, on tisse, comme vous voyez là, c'est tissé, fait tout ça à la main, et qui nous permet de fabriquer les babouches que vous avez actuellement. Voilà. Alors, comme dans la pratique, parce que là vous nous parlez des villages, d'aller au village, c'est un village proche, c'est au fin fond du Gabon. Au fin fond. Comment vous faites pour vous procurer ce matériel? À ce rythme-là, vous ne grandirez jamais, du moins votre entreprise. C'est tout ce que nous avons, on n'a pas plus que ça. On prend à travers la voiture, on prend une voiture, ou parfois le train, c'est très loin de Libreville. C'est là-bas où il n'y a que là-bas qu'on peut avoir ça à Libreville. C'est difficile d'en avoir ici à Libreville. Donc on n'a pas le choix, on est toujours obligé d'aller. C'est vrai qu'on n'arrive pas à tirer le profit là-dedans parce que ça nous revient très cher. Aller prendre le village, ramener ici, c'est quand même difficile pour nous. Mais comment vous voulez faire pour durer, pour grandir? Là, on veut quitter un peu l'artisanat pour l'industrie, mais seulement pas de matériel. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire face à tout ça. Zona Nima yaji mapanga teta Imanika na boko Handanda Dinempe Matika zigumbego Ovengati Amakeda nyama gopago Dans le bâtiment, comment vous le vivez au quotidien? Monsieur Douengo, David, chef d'entreprise, directeur général d'une entreprise de la place, président de l'association des professionnels du BTP et coordinateur du réseau RANEC. C'est de s'organiser déjà avec la participation de toutes les entreprises du BTP
pour essayer même du réseau, bien sûr, pour essayer de faire parce qu'une entreprise ne peut pas avoir la capacité financière de résoudre des problèmes au niveau des marchés publics. Donc on s'organise à se réunir ensemble et à pour finir par exemple aux appels d'offres, on est obligé de se réunir pour acheter un marché des appels d'offres. Donc à peu près c'est comme ça qu'on s'organise et quand le marché est gagné, on le fait tous ensemble. Chacun essaie de faire chaque corps d'État, chaque entreprise prend une partie et voilà comment nous évoluons. Mais on peut dire aujourd'hui qu'avec la Cannes, vous dans le bâtiment, vous avez une grosse chance d'avoir des parts de marché. Nous avons fait des demandes à ce niveau pour s'acquérir des marchés. Jusqu'alors, nous n'avons pas encore c'est-à-dire des réponses positives, mais nous savons qu'avec le nouveau gouvernement et le nouveau ministre des PME et le nouveau ministre des TP, nous pensons qu'ils vont faire une part des choses pour que nous puissions, nous les jeunes entreprises gabonaises, puissions prouver de quoi nous sommes capables, prouver l'expertise que nous avons. Je pense que les dossiers sont sur leur table et ils feront le possible pour que nous puissions être récompensés et satisfaits. Vous avez pris part aux États généraux le mois dernier à Libreville, au Gabon. Il se trouve qu'il y a un problème réel qui s'est posé et qui revenait. C'est celui justement de manque de parts de marché. Qu'est-ce qui fait les officiels ou le privé ne s'intéressent pas aux entrepreneurs gabonais que vous êtes? Le Gabon, quand on regarde en ce moment autour de nous, c'est un gros chantier. Comment expliquer le fait que ce gros chantier, on ne retrouve pas ou peu d'entrepreneurs gabonais? Je peux dire un manque de confiance, quelque part, un manque de confiance aux jeunes PME gabonaises. Et quelque part, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de capacité financière. C'est ça. C'est pas l'expertise qui vous manque. Ce n'est pas l'expertise qui manque parce que nous avons des ingénieurs capables de réaliser. Moi qui ne peux pas, je suis un ingénieur. Mais c'est un problème de capacité financière et je pense que pendant ces états généraux, c'était le nœud, le problème, le point culminant de ces états généraux. C'est-à-dire que les entreprises gabonaises doivent avoir des banques. Les banques, oui, doivent financer des marchés et aux petites et moyennes entreprises gabonaises. Donc c'est ça réellement le problème au niveau des PME gabonaises, parce que c'est un problème de capacité financière. Donc les banques ne vous prêtent pas? Oui, les banques ne sont pas prêtes à nous faire confiance. C'est seulement de confiance. Et c'est ça que nous, au niveau du RANEC, du réseau, nous nous regroupons pour faire un poids. Est-ce que ce n'est pas du fait des Gabonais eux-mêmes qui ne savent pas aller rechercher les marchés? Bon, moi je pourrais renchérir tout simplement en disant que c'est vrai que nous avons notre part, nous opérateurs gabonais. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes très mal informés et parfois nous avons un problème de capacité technique. Vous disiez tantôt que le Gabon est en chantier. La Cannes est une opportunité et pour cela, nos autorités font en sorte que la ville soit en chantier. Il faut pouvoir confier les tâches, les travaux à exécuter à des entreprises qui ont fait leur preuve, qui sont compétentes. Parce que nous allons accueillir des visiteurs. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance aux premiers venus? C'est un peu ça le problème. Et ces premiers venus, qui sont-ils? Parce que, quoique jeune entrepreneur, vous êtes quand même sur le marché depuis plusieurs années. Oui, bien évidemment. Attends, parce que quand Mme Parizeau dit on ne peut pas faire confiance aux premiers venus, je pense que là, elle a un peu tort. Parce que on envoie des jeunes Gabonais, on les envoie à l'école
À l'étranger, nous revenons des grandes écoles à l'étranger avec de l'expertise, avec de l'expérience, avec des diplômes. Or, je ne sais pas si nous n'exerçons pas. Je ne sais pas si nous n'exerçons pas, si nous allons devenir, c'est pas, des grands entrepreneurs plus tard. Il faut qu'on nous mette à l'épreuve. Il faut qu'on nous mette à l'épreuve pour qu'on prouve ce que nous avons appris. Mais au Gabon, il n'y a pas la culture de l'entreprise, apparemment. Non, il n'y avait pas une culture de l'entreprise. Mais depuis, je dirais, depuis pratiquement 20 ans, pour ne pas dire 15 ans, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui s'organisent. Vous savez que bon, nous sommes plus dans un état où l'autorité publique fait tout. Il faut pouvoir juguler le problème de l'emploi et les jeunes l'ont compris en s'organisant. Tout à l'heure, quand je disais qu'on ne peut pas faire confiance aux premiers venus, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a des entreprises gabonaises qui émergent. La preuve, c'est que la Chambre de commerce aujourd'hui est dirigée par un entrepreneur gabonais. Vous voyez, il y a des entreprises qui émergent. Mais pour donner des parts de marché aussi importantes que la construction d'un stade, il faut pour cela que les Gabonais s'organisent autrement. C'est pour cela qu'il est proposé de mieux s'organiser. Nous avons un mentor qui coordonne toutes les autres petites entreprises. Et comme il disait, c'est ce que nous faisons par exemple au niveau du RANEG. Monsieur Dou, c'est vrai qu'il a une expertise, c'est pour cela justement que les petits entrepreneurs, les entreprises individuelles qui sont dans le réseau sont obligés de travailler sous sa tutelle. Tout simplement parce que nous avons confiance en son expertise. Mais nous c'est déjà parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Vous voyez, donc il y a un peu ce travail. Il faut pouvoir informer. C'est pour cela que les médias sont encouragés à venir vers les promoteurs gabonais. Il faut que le projecteur soit vers eux. Il faut qu'on nous permette d'accéder à la communication, à Internet, pour nous faire vendre. Et ce moyen de communication-là, il fait cruellement défaut. Yaya babo gumi tombiyana Yaya babo gumi tombiyana Yaya babo gumi tombiyana Jobe na makomba tobi mino na zango Moyeye, moyeye Jobe na makomba nobi mino na zango Moyeye, moyeye Jobe na makomba anga mino na zango Moyeye, moyeye Jobe na makomba tobi mino na zango Moyeye, moyeye Ane ambambe amini piga mbamyo Tujakate mweto tudego muhiga maganga Moyeye, moyeye Que badunyo nyaki Kombe kobonke matanjima Ya konga makumba konga o Konga makumba konga yao Ya konga makumba konga o Konga makumba konga yao Ya konga makumba konga o Konga makumba konga yao Ya konga makumba konga o Konga mabumba konga Kombi kobongema. Oui, Madame Parizeau, j'insiste, la CAN approche, c'est un gros événement pour le Gabon. Qu'est-ce que votre réseau prévoit de faire pour cet événement mondial? Nous avons pas mal de projets, mais je dirais le projet phare, il est directement lié à nos autorités. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un village artisanal au Gabon, un showroom où tous nos artisans peuvent se produire. Vous voyez ces gobelets-là, faits avec le bambou de Fugamo, ces tabourets, faits dans le Gabon profond, cette sitar qui joue, et ce son que j'ai qui va certainement faire du bruit dans nos stades pour soutenir nos panthères. On a besoin d'un espace pour vendre tout ça, mais on le vend où? Est-ce qu'il faut aller chercher chaque Gabonais, je ne sais pas moi, dans le village profond? Je ne crois pas que les visiteurs aient ce temps-là. Donc il faut ce village artisanal.
Lors de la clôture de l'exposition Gabon Mater, mon futur, qui a été organisée par la première dame du Gabon. Pour le cinquantenaire, voilà, oui. pour le cinquantenaire. Nous avions eu un espace. Et je vous dirais que pour la petite histoire, je suis secrétaire général du collectif des artisans du Gabon. Nous avions fait cette proposition-là à monsieur le ministre des PME et de l'artisanat qui nous a dit, effectivement, vous avez été entendu parce que ce projet-là, il est également sur notre table. Mais il va rester pour combien de temps un projet? Nous voulons un village et c'est pas pour dans 10 ans, c'est maintenant parce qu'il faut pouvoir offrir un espace aux touristes qui viennent. Il faut que nos producteurs arrivent à épouler. Mais je crois que si nous ratons ce challenge-là, mon Dieu, ça sera bien dommage pour nous. Voilà, Africami pour ce numéro est à présent terminé. Retrouvons-nous sur la même chaîne à la même heure. Au revoir. Oh, oh, oh.